remerciements que je m'empresse de retourner pour m'avoir invité à participer à cette journée, pour cette intervention qui aura peu à voir avec le Moyen-Âge, mais un peu plus avec l'histoire de la philosophie. Locke, dans une note de son journal datée du 7 mars 1678, écrite alors qu'il sillonnait la France, et intitulée « Méthode pour bien étudier la doctrine de M. Descartes », faisait remarquer que Descartes n'a jamais écrit de logique à proprement parler, mais que pourtant on comptait déjà à son époque au moins 3 logiques cartésiennes. Locke mentionne la logique de Port-Royal, la logique de Clauberg et le De Mentis Humana de Duhamel. Descartes, célèbre dans toute l'Europe pour avoir critiqué avec la dernière virulence la logique de l'école, connaissait, ironie de l'histoire, une postérité de logiciens. En écrivant ces lignes, Locke pouvait-il se douter qu'un siècle plus tard, d'autres répéteraient à propos de son œuvre le jugement qu'il avait formulé à propos de celle de Descartes? Dans son Historical Sketch of Logic de 1851, Robert Blackie écrit que l'essai sur l'entendement humain de Locke has given birth to a more diversified series of logical systems and speculations as well as modes of teaching than any other work since the days of Aristotle. Blackie dit que, je traduis maintenant, l'essai, bien que n'ayant pas été conçu au départ comme un traité de logique, comprend tant de remarques et d'observations liées au processus du raisonnement, reasoning process, qu'il a fait fleurir à sa suite une foule de nouveaux systèmes ou doctrines de logique. Blackie conclut en disant que l'essai concerning human understanding has been the great dialectical innovator for nearly 2 centuries, l'innovateur dialectique. Alors pour ceux qui aujourd'hui sont un peu familiers de l'œuvre du père de l'empirisme anglais, ces remarques ont de quoi surprendre. John Locke, un logicien, lui qui s'est montré si critique à l'égard de la syllogistique et plus généralement parce qu'il était très conscient du caractère systématique de l'organon de l'ensemble de la logique scolastique, lui, un logicien, l'essai sur l'entendement humain n'est pas avare de critiques à l'égard de cette logique héritée d'Aristote, qu'il accuse de corrompre l'usage naturel du raisonnement et qui se pare de mots lorsqu'elle prétend être un art de la découverte ou de l'invention, alors qu'elle ne sert en réalité qu'à exposer des preuves que l'on a découvertes par ailleurs, par d'autres voies. Donc ne pouvant prétendre ni au titre d'art pour bien conduire sa raison, ni au titre de méthode pour la découverte scientifique, la logique traditionnelle se trouvait, sous la plume de Locke, frappée d'inanité. Et tout son projet à lui, dans l'essai sur l'entendement humain, consiste à revenir à une description plus fidèle des idées et des mécanismes naturels du raisonnement, car, comme il l'écrit dans ses pensées sur l'éducation, right reasoning is founded on something else than the predicaments and predicables, and does not consist in talking in mode and figure itself. On ne peut pas être plus clair. Et pourtant, à s'intéresser à la réception de l'essai en Angleterre dès l'apparition de sa première édition en 1689, on constate que cet ouvrage a été lu non pas comme une simple condamnation de la logique, mais bien plutôt comme une sorte de prototype pour une nouvelle logique. Molineux, ami proche de Locke, à qui Locke demande conseil en vue de la rédaction de la seconde édition de l'essai, répond dans sa lettre du 22 décembre 1692 qu'il lui intime de remodeler son ouvrage et son exposé « by way of logic, accommodated to the usual forms », accommodé aux formes usuelles. Usuelles, ça veut dire évidemment dans les collèges anglais de l'époque. Pourtant, ce souhait restera lettre morte. Le refus catégorique que lui oppose Locke montre clairement que la logique n'était pas dans son estime et sa rénovation pas dans ses projets. Toutefois, en formulant ce souhait, Molineux ne se doutait sans doute pas qu'il serait bientôt exaucé au-delà de ses espérances. Dès 1725, en effet,
on voit fleurir en Angleterre et en Écosse un certain nombre de manuels de logique qui entreprennent de rénover leur discipline et son enseignement en utilisant certaines des analyses de l'essai sur l'entendement humain. Leur succès est d'ailleurs si considérable qu'un siècle plus tard, en avril 1833, William Hamilton se sent contraint de faire paraître, mais anonymement, dans The Edinburgh Review, un article où, passant en revue les dernières publications de logique de son temps, il impute l'état dramatique dans lequel se trouve sa discipline en Angleterre, ce qui est un peu cocasse pour nous, à l'influence délétère de Locke. Donc je cite, « Je crois que rien ne constitue une preuve plus décisive de l'état d'esprit partial dans lequel la philosophie a été cultivée en Grande-Bretagne au cours du dernier siècle et demi que ce mélange de perversion et de négligence avec lequel on a traité la logique, la science des lois formelles de la pensée. Depuis cette époque, et principalement, je le soupçonne à cause de l'influence de Locke, qui, comme Leibniz l'avait bien observé, méprisa une logique qu'il ne comprenait pas, aucun pays n'a été si pauvre dans ce département de la philosophie, qu'on en juge par la masse ou par la qualité de notre littérature dialectique. Disparus les grands logiciens écossais d'antan, les Robert Balfour, Mark Duncan ou William Chalmers, on ne trouve à présent en Écosse, comme à Oxford ou à Cambridge, que des disciples de Locke qui, contredisant les recommandations mêmes de leurs maîtres, ont vu dans la logique un véhicule pour la diffusion des idées empiristes et ont, ce faisant, précipité la discipline à sa ruine, en la mêlant imprudemment, dit Hamilton, à de la psychologie et à de la métaphysique. En somme, on pourrait dire que Locke, ennemi de la logique, triomphait malgré lui. Il a enfanté à son corps défendant une génération de logiciens qui, par leur incompétence notoire, ont mené la logique à sa ruine. Ce témoignage sévère, s'il ne rend pas justice à une tradition qu'il est intéressant de redécouvrir aujourd'hui, a du moins l'avantage de nous faire mesurer son importance tout au long du XVIIIe siècle et dans le premier quart du XIXe siècle. Alors, qui sont ces logiciens auxquels pense Hamilton ? Je les présente rapidement, ceux auxquels je vais m'intéresser aujourd'hui. Donc, d'abord, Isaac Watts, avec sa logique or the right use of reason in the inquiry after truth de 1725. William Duncan, qui est un personnage historique intéressant parce qu'il a été le maître de Thomas Jefferson et a notamment exercé une influence très remarquable sur la rédaction même de la Déclaration d'indépendance. Enfin bref, qui a écrit donc des Elements of Logic qui ont été très lus. Thomas Reid, avec A Brief Account on Aristotle's Logic, l'Encyclopædia Britannica, première grande encyclopédie britannique, et Edward Bentham avec son Introduction to Logic, Scholastic and Rational. Donc tous ces logiciens ont, à en croire Hamilton, bloqué pendant plus d'un siècle l'avènement d'une logique formelle que Hamilton, pour sa part, appelait de ses vœux. Mais pour tous ces logiciens empiristes, la logique était indissociable de ce qu'on aimerait appeler une psychologie générale, ou, dans leurs termes à eux, d'une histoire naturelle de l'esprit. Pour eux, on ne peut construire l'art de penser qu'à la condition d'exposer d'abord la genèse des idées, des facultés et des opérations de l'esprit, bref, qu'à la condition que la logique s'intègre pleinement à une théorie de l'homme dont l'empirisme offre la méthode. Alors, que l'on ait voulu se servir, que ces auteurs aient voulu se servir des innovations philosophiques de Locke pour critiquer la logique scolastique, c'est bien compréhensible puisque Locke passe son temps à le faire lui-même. Mais pourquoi avoir voulu le faire sous la forme de traités de logique ? Pourquoi ont-ils tous écrit des traités de logique qui n'avaient pourtant pas du tout l'estime de Locke ? Alors on peut avancer évidemment des raisons stratégiques. Il s'agissait pour tous ces auteurs, si l'on veut, de verser le vin nouveau dans de vieilles outres, c'est-à-dire de promulguer la philosophie moderne dans les cadres rigides, certes, mais encore largement dominants dans les universités britanniques de la logique scolastique. Et donc faciliter la perméabilité des idées empiristes auprès des jeunes générations de collégiens. Mais ce choix était en outre justifié par une raison plus profonde, qui est l'analogie de structure entre ces manuels de logique traditionnels qui circulaient en Angleterre et l'essai sur l'entendement humain de Locke. Alors j'essaie de le
représenté de façon à peu près. Quand on regarde, alors à droite, dans la colonne de droite, comment étaient structurées les logiques, on avait en général 3 parties. Premièrement, la théorie des simples appréhensions et des termes. Deuxièmement, la théorie des jugements et des propositions. Troisièmement, la théorie des raisonnements et des syllogismes. Et j'ai mis entre parenthèses, parce que je n'en parlerai pas, parfois une 4e partie sur la méthode. Et l'essai Concerning Human Understanding de Locke était structuré de la façon suivante. Une première partie sur la critique des notions innées, mais qui formait une sorte de passage autonome, vraiment de critique. Et ensuite, un chapitre sur les idées, un chapitre sur les mots, un chapitre sur la connaissance, qui lui-même était divisé en une partie sur la connaissance intuitive et une autre sur la connaissance démonstrative. Alors si on regroupe 2 et 3 et qu'on la fait correspondre à la première partie du traité de logique et à l'intérieur de sa 4e partie qu'on fait correspondre la connaissance intuitive au jugement, proposition et la connaissance démonstrative au raisonnement, syllogisme, on remarque une sorte d'identité de structure. Analogie de structure. Cette analogie fut remarquée et exploitée d'abord, en tout cas vraiment explicitement, par Isaac Watts en 1725. Locke, même si peut-être il songeait à une structure proche des traités de logique, n'aurait sans doute pas autorisé une telle analogie, lui qui, dans sa réponse à Molineux, je le disais tout à l'heure, refusait catégoriquement d'accommoder son essai aux formes usuelles. C'était pourtant, de la part d'Isaac Watts, à la fois un coup de force et un coup de génie, qui a permis une conciliation pendant un siècle et demi de l'héritage ancien et des apports de la philosophie moderne. On a utilisé, donc terme à terme, la théorie lockéenne des idées, la fameuse Way of Ideas, pour corriger la théorie aristotélicienne des simples appréhensions et plus profondément des catégories. On a utilisé la théorie lockéenne de l'intuition pour corriger la théorie scolastique du jugement, et on a utilisé sa théorie de la démonstration pour corriger la théorie scolastique du syllogisme. En un mot, l'histoire naturelle de l'esprit devenait un outil pour réformer l'organon. C'est absolument explicite sous la plume de tous ces logiciens. Par exemple, voyez William Duncan qui écrit dans l'introduction de ses Elements of Logic: les logiciens ont divisé le système de la logique dans son ensemble en 4 parties, où ces actes, les operations of the mind, sont expliqués les uns après les autres. C'est ce que je viens de montrer avant. Il fait référence à la structure quadripartite de la logique. Afin de juger à quel point les logiciens ont bien suivi la nature dans cette distinction des pouvoirs de l'entendement, examinons de plus près notre esprit et la manière dont il progresse en nous fiant à l'expérience intérieure que nous en avons, et voyons où la chaîne de nos pensées nous conduira sans contrainte. Alors, pour bien faire, évidemment, je retourne au panneau d'avant, il faudrait s'intéresser séparément à chacun de ces 3 niveaux. Bon, les commentateurs se sont d'ordinaire concentrés sur le premier et le 3e, c'est-à-dire qu'on a souvent insisté sur la manière dont la Way of Ideas de Locke se substitue aux catégories d'Aristote, en tout cas pour lui, ou bien comment sa théorie de la démonstration scientifique s'oppose à la syllogistique. J'aimerais pour ma part m'intéresser aujourd'hui au second niveau, c'est-à-dire à sa théorie de l'intuition et aux modifications qu'elle entraîne sur la théorie traditionnelle du jugement. Je commencerai donc par expliquer ou rappeler le sens du concept d'intuition chez Locke, avant d'indiquer certaines de ses conséquences en logique, lorsqu'on la transpose en logique. Alors, rappel, on n'est pas obligé de tout lire, mais je vais lire progressivement. Donc, rappel sur la théorie de la connaissance de Locke, qu'il est important d'avoir en tête pour la suite. La théorie de la connaissance de Locke, ou plutôt sa théorie de la connaissance intuitive, se trouve donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le 4e livre de l'essai sur l'entendement humain, qui est consacré à la connaissance, à sa théorie de la connaissance. Mais pour bien comprendre ce que signifie chez Locke la notion d'intuition, il faut savoir qu'elle complète mais ne se confond pas avec une théorie des rapports entre idées. Donc, Locke commence le livre 4 en exposant une théorie des rapports entre idées. Pour Locke, la connaissance peut être définie, dit-il, comme la perception du rapport d'agreement ou disagreement, convenance ou disconvenance, qui existe entre 2 idées. Donc, le livre 2 de l'essai sur l'entendement humain avait dénombré l'ensemble des idées que l'esprit acquiert par sensation ou par réflexion. Le livre 4 dénombre à présent les différentes sortes de rapports qui existent entre ces idées quand on les confronte entre elles.
Ces rapports sont de 4 sortes que je rappelle donc en grand A en haut. Les rapports d'identité ou de diversité, par exemple le noir n'est pas le blanc ou le blanc est le blanc. Des rapports de relation, par exemple 2 est plus petit que 3, ou 2 triangles sur des bases de même grandeur entre 2 parallèles sont égaux. Troisièmement, des rapports de coexistence. Par exemple, lorsque je regarde de l'or et que dans l'or, je constate cette idée est composée des idées de jaune, de lourd, de fusible et de soluble dans l'eau régale. Et enfin, les rapports de réelle existence, d'existence réelle, par exemple Dieu est, où cette idée d'ordinateur que j'ai dans mon esprit correspond à une existence réelle, un ordinateur effectif. Voilà les 4 sortes de relations entre idées. En affirmant que toute notre connaissance possible est renfermée dans ces 4 sortes de rapports entre idées, et que ces rapports ne consistent qu'en la perception donc d'une convenance ou disconvenance qu'entretiennent les idées entre elles, Locke paraît dériver l'étude de la connaissance humaine de l'analyse des idées primitives qui la composent. Mais Locke ajoute à cette typologie des rapports entre idées une théorie de l'intuition. L'intuition ne perçoit pas de nouvelles idées, ni même de nouveaux rapports entre idées, mais perçoit le degré de certitude attaché aux différents rapports entre idées. Je le cite, « Si nous réfléchissons sur notre manière de penser, nous trouverons que quelquefois l'esprit aperçoit la convenance ou la disconvenance de 2 idées immédiatement, par elles-mêmes, sans l'intervention d'aucune autre, ce qu'on peut appeler une connaissance intuitive. Car en ce cas, l'esprit ne prend aucune peine pour prouver ou examiner la vérité, mais il l'aperçoit comme l'œil voit la lumière, dès là seulement qu'il est tourné vers elle. » Bon. Alors, tous les rapports entre idées que j'ai énumérés en haut ne sont pas susceptibles d'une connaissance intuitive, loin de là. À dire vrai, il y en a même très peu qui sont susceptibles d'intuition. Sont dites intuitives, pour Locke, les propositions identiques de la logique, donc A est A, ou un chat est un chat, les relations mathématiques entre grandeurs, donc l'ordinalité des nombres, ou alors 2 plus 2 égale 4, des propositions qui sont immédiatement perçues comme vraies. Il ajoute quelques conséquences morales. Il donne comme exemple « Il ne saurait y avoir de justice où il n'y a point de propriété », ou alors « Nul gouvernement n'accorde une absolue liberté », qui sont d'après lui des propositions aussi certaines que des axiomes d'Euclide. Et enfin, quelques très rares relations de coexistence entre idées sensibles. Par exemple, le choc implique la solidité. Dans ces cas, et dans ces cas seulement, non seulement nous percevons le rapport entre 2 idées, mais nous le percevons comme vrai en même temps que nous le percevons. Je résume donc toute cette théorie de la connaissance. Les 4 sortes de relations entre idées décrivent l'ensemble des propositions que nous pouvons concevoir et exprimer verbalement, mais elles ne fournissent aucune indication sur la manière dont on peut considérer ces propositions comme vraies ou comme fausses. C'est pourquoi Locke ajoute donc à cette analyse des rapports entre idées une théorie de l'évidence intuitive, appelée à fournir le critérion de toute proposition vraie dans les sciences. Une proposition sera nécessairement vraie lorsque la relation entre les idées qu'elle présente peut être perçue intuitivement. Ce concept d'intuition a par conséquent pour fonction de distinguer les différentes propositions suivant leur degré de certitude. C'est ce que j'ai mis en dessous. Donc le degré de la certitude le plus absolu est le degré de la certitude intuitive dont je viens de parler. Ensuite, les propositions qui ne sont pas elles-mêmes intuitives mais qui peuvent se ramener à des propositions intuitives sont des connaissances démonstratives. Il s'agit par exemple des théorèmes en mathématiques ou de la philosophie morale, bon, mais ça je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et enfin, les propositions qui ne peuvent pas du tout être ramenées à des propositions intuitives sont des connaissances simplement probables, dit-il, et il s'agit de toutes nos connaissances sensibles, tirées uniquement de l'expérience, de l'observation. Voilà. Alors, chez Locke, on voit l'intuition fonde la capacité de l'esprit humain à atteindre la certitude dans la connaissance. Outre, je l'ai dit, la perception des différentes idées, l'esprit est donc capable d'une perception directe de la vérité ou de la fausseté du rapport qui relie ces idées. C'est là, il faut bien le noter, une rupture considérable à l'intérieur de l'essai sur l'entendement humain, qu'il ne faut pas sous-estimer. L'examen de la connaissance scientifique, donc le livre 4, conduit Locke à dépasser la simple analyse des idées qu'il avait menée jusqu'à présent.
dans les livres 1, 2, 3. La saisie de la vérité ou de la fausseté d'une proposition suppose, d'après lui, de mobiliser une sorte de perception nouvelle dans l'esprit, l'intuition, qui ne peut se réduire à une décomposition d'idées complexes en idées simples. Pour mesurer l'importance de ce tournant à l'intérieur de l'essai, il suffit d'apprécier le contraste entre la phrase qui ouvrait le livre 2 et celle que l'on trouve au début du livre 4. Vous les avez ici. Au livre 2, au début du livre 2, on trouve « In experience, all our knowledge is founded, and from that it ultimately derives itself », alors qu'au début du livre 4, on trouve « It is on intuition that depends all the certainty and evidence of all our knowledge ». Donc, contraste frappant. Cette nouvelle fondation que propose le livre 4 et dont la connaissance intuitive sert de socle indique une prise en compte par Locke de la spécificité du problème de la connaissance scientifique, dont il s'agit de rendre compte avec des outils différents de ceux forgés dans l'ordre de la genèse des idées. Alors, disons tout de suite que du côté français, cette théorie de l'intuition n'a eu aucun succès. Condillac, tout préoccupé qu'il était par la réduction des deux sources de la connaissance identifiées par Locke, donc la sensation et la réflexion, à une seule, la sensation, donc qui avait un projet réductionniste très fort, n'avait absolument aucune envie de s'intéresser à cette mystérieuse faculté d'intuition que détiendrait l'esprit humain, qui n'a été préparé par rien dans l'ordre de la genèse des facultés, puisqu'on n'en trouve aucune occurrence du mot dans les livres 1, 2 et 3 de l'essai sur l'entendement humain, n'apparaît que dans le livre 4, et qui donc, d'après Condillac, compliquait inutilement une théorie de l'homme qu'il cherchait au contraire à simplifier dans ses principes. Du côté anglais, en revanche, on s'est montré très attentif à ce pouvoir. Soudain, sous la plume des logiciens dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi par exemple de Richard Price ou de David Hume, on voit fleurir les métaphores optiques pour parler de la saisie de la vérité par l'esprit. On sait notamment que la célèbre distinction de Hume entre les relations of ideas et les matter of facts repose en grande partie sur cette distinction de Locke. Quant aux logiciens auxquels je m'intéresse aujourd'hui, aux logiciens lockéens, ils vont, je l'ai suggéré tout à l'heure, utiliser cette théorie de la connaissance intuitive pour rénover la théorie du jugement. La distinction posée par Locke entre d'un côté l'énumération des types de rapports entre idées et de l'autre une théorie de l'intuition qui définit le degré de certitude qui s'attache aux différents rapports, se trouve par exemple transposée par ses disciples à l'intérieur de la théorie logique scolastique du jugement. Isaac Watts, dans sa logique de 1725, qui est la plus traditionnelle encore, c'est-à-dire la plus proche des manuels scolastiques qu'on trouvait encore en circulation avant lui. Donc Isaac Watts, après avoir très classiquement expliqué les différentes sortes de propositions que l'on considère en logique, c'est-à-dire division des propositions selon la quantité en universelle et particulière, selon la qualité en affirmative et négative, selon la complexité ou selon la modalité, ce qu'on trouve dans beaucoup de traités de logique de son époque, après avoir donc défini les différentes sortes de propositions, ajoute un chapitre qui ne figurait pas dans les manuels de logique scolastique de son époque, consacré spécifiquement aux critères de la vérité des propositions. Donc il isole comme ça la question du critère de vérité des propositions que les Sanderson ou Dutrieux, c'est-à-dire les logiciens de son temps, ne développaient pas à part entière dans la théorie du jugement. Donc après avoir énuméré toutes les différentes sortes de propositions, il ajoute un chapitre « On True and False Propositions ». Donc je vous traduis en français en même temps, ce qui ira plus vite. La question la plus importante à ce sujet est celle-ci. Quel est le critère ou la marque distinctive de la vérité ? Comment pouvons-nous savoir si une proposition est réellement vraie ou fausse ? La seule raison pour laquelle nous croyons que ces propositions sont vraies est que les idées du sujet et du prédicat nous apparaissent avec une telle clarté et une telle force d'évidence, convenir l'une avec l'autre, que l'esprit ne peut s'empêcher de percevoir cette convenance et ne peut douter de leur vérité, mais est contrainte de les juger comme vraies. Il n'y a rien d'autre que l'évidence de la convenance ou disconvenance entre deux idées qui nous fait affirmer ou nier l'un de l'autre. Donc là, on reconnaît quand même les mots même de Locke ici.
Donc, alors que dans les manuels de logique, donc de Sanderson, de Dutrieux, qui étaient en circulation dans les collèges anglais jusqu'alors, la division des propositions en vraies ou fausses faisait partie intégrante de la division qualitative, donc en affirmative et négative, chez Watts, le critère du vrai et du faux fait pour la première fois, et parce qu'il a lu Locke, l'objet d'un traitement séparé, autonome par rapport à la description des propriétés formelles de la proposition. Ce critère du vrai est fondé dans une psychologie, dans une noétique, plutôt que dans une sémantique. Alors, cette justification psychologique de l'apodicticité, que Locke avait à l'origine développée à l'intérieur d'une réflexion sur les mathématiques et sur la morale, nous choque un peu, nous, à l'intérieur d'un traité de logique. Mais historiquement, d'un point de vue historique, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, elle va pourtant entraîner, cette introduction donc, d'un critère psychologique de la certitude, entraîner des modifications notables à l'intérieur de la logique. Des modifications au niveau de sa terminologie, des modifications sur l'organisation de son corpus, et enfin des changements sur sa finalité. Donc je voudrais esquisser, simplement indiquer certaines de ces modifications, les modifications les plus remarquables. Alors tout d'abord, la remarque un petit peu peut-être superficielle, mais on verra qu'il y a son importance, c'est d'abord une remarque d'ordre terminologique. Lorsqu'on consulte les manuels de logique en circulation encore au début du XVIIe siècle, on constate que le mot intuition apparaît fort rarement. Ce n'est pas un terme de logique très courant. Et quand on le trouve, c'est pour désigner plutôt la première opération de l'esprit, celle dont je parlais tout à l'heure, la simple appréhension. Par exemple, si je peux citer ce passage de la Somme d'Eustache de Saint-Paul, qui écrit « Toute la seconde opération de l'esprit est celle du jugement. En cela, elle diffère à la fois de la première, où les choses représentées sont saisies par la simple intuition, simplici intuitu apprehenduntur, sans qu'aucun jugement soit porté sur elle, et aussi de la troisième, qui ne consiste pas tant dans le jugement que dans le discours, où, à partir d'une chose, nous en déduisons une autre. Ainsi, puisque nous distinguons ces trois opérations de l'esprit que sont évidemment l'intuition simple, simplex intuitus, le jugement et le discours, l'intuition simple relève de la première, le discours de la troisième, mais le jugement de la seconde opération de l'esprit. Donc on voit clairement que là, les quelques occurrences du terme intuition dans les manuels de logique au début du XVIIe se rapportent plutôt à la première opération. Mais tout change à partir de Locke. L'intuition ne désigne plus donc la simple appréhension des idées, dont il avait parlé dans le livre 2 de l'essai sur l'entendement humain, mais la saisie intellectuelle d'un rapport, donc de convenance ou de disconvenance entre deux idées, et donc l'intuition s'applique à des jugements, à des relations entre des termes, entre des idées. En un mot, l'intuition passe de la première à la seconde opération de l'esprit. Et chez tous les logiciens, elle est maintenant, l'intuition est un concept qui s'intègre à la théorie du jugement et puis à la théorie des idées. Alors, ce glissement peut paraître anodin ou fortuit, ou simplement terminologique. En réalité, il va avoir une conséquence décisive dans la présentation et l'organisation même que l'on donnera de la logique au XVIIIe et au XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que si l'on s'accorde avec Locke pour considérer que c'est, comme il disait, on intuition that depends all the certainty and evidence of all our knowledge, et si l'on s'accorde avec ses disciples logiciens pour y voir le fondement psychologique de notre capacité à formuler des jugements vrais, alors il peut sembler assez cohérent de faire démarrer les exposés de logique, donc qui est cette art of thinking and reasoning in order to the attainment of truth and knowledge, non plus à l'exposition des idées simples, comme c'était le cas avant, mais à celle des jugements. Et de fait, avec le temps, on constate que les traités de logique, à mesure qu'ils fondent leur théorie du jugement sur une théorie de l'intuition, on constate que les traités de logique tendent à se scinder en deux exposés de plus en plus distincts. D'une part, un exposé que l'on qualifie de métaphysique et qui porte sur la genèse des idées dans l'esprit de l'homme, et d'autre part, un exposé que l'on qualifie proprement de logique
et qui commence à partir de la théorie des jugements et des propositions. C'est ce que l'on voit très nettement dans l'Encyclopædia Britannica. Alors, un petit mot sur cette Encyclopædia Britannica qui a son importance, c'est que c'est la première grande encyclopédie britannique, publiée en Écosse entre 1768 et 1803, qui a connu un succès considérable, qui est un véritable best-seller, et qui a un intérêt philosophique pour nous, qui est que contrairement aux dictionnaires de l'époque, il n'y a pas simplement des définitions les unes à la suite des autres, mais quand le sujet le mérite, cette encyclopédie insère des petits traités, des treatises, plus longs que des articles de dictionnaire habituels, mais forcément plus courts aussi que des livres ou des essais à part entière, mais qui permettent un traitement synthétique mais complet de certaines entrées. Et c'est le cas pour l'entrée logique. Mais évidemment, il fallait faire court, on ne pouvait pas mettre un traité entier de logique à l'intérieur d'une encyclopédie. Et donc, l'Encyclopædia Britannica suggère de modifier la présentation traditionnelle de la logique. Logique, article logique. L'objet précis de la logique est d'expliquer la nature de l'esprit humain et la bonne manière de conduire ses différents pouvoirs afin de parvenir à la vérité et à la connaissance. In order to the attainment of truth and knowledge. Cette science est d'ordinaire divisée en 4 parties, perception, jugement, raisonnement, méthode. Cette division comprend toute l'histoire des sensations et des opérations de l'esprit humain. Mais nous devons ici renvoyer le lecteur, en ce qui concerne la première partie, c'est-à-dire les perceptions et les idées, à l'article métaphysique, où elle se trouvera plus convenablement et plus complètement traitée, et nous en tenir à l'exposé des 3 dernières, les jugements, le raisonnement et la méthode. Donc l'encyclopédia renvoie à l'article métaphysique pour ce qui concerne l'examen des perceptions ou des idées, et donc qui correspond au livre 2 de l'essai de Locke, et propose de faire démarrer l'examen de la logique à la théorie des jugements. Or, suivant en cela la doctrine de Locke, on constate très nettement que cette partie est fondée sur une théorie de l'intuition. Je ne lis pas en entier, mais le début suffira. L'esprit étant fourni d'idées, l'étape suivante dans le chemin de la connaissance est la comparaison de ces idées ensemble afin de juger de leur convenance ou disconvenance. Dans cette vue conjointe de nos idées, si la relation est telle qu'on puisse la découvrir immédiatement par simple inspection de l'esprit, les jugements obtenus alors sont appelés intuitifs. Car dans ce cas, une simple attention aux idées comparées suffit et nous fait voir à quel point elles se trouvent liées ou disjointes, etc., etc. La suite, c'est du recopie Locke purement et simplement. Voilà donc pour les conséquences du concept d'intuition sur, disons, la structure du corpus logique. Je voudrais maintenant, et ce sera la dernière partie de mon exposé, montrer quelques conséquences de ce concept, disons, sur la finalité de la logique. Bon, compte tenu de tout ce que je viens de dire, compte tenu de cette importance accordée au concept d'intuition dans la théorie du jugement, on ne s'étonnera pas que ce concept entre de plain pied dans le vocabulaire de la logique. L'Encyclopædia Britannica, à l'entrée intuition, donne, en 1768, « Among logicians », vous l'avez cette définition ici, « among logicians, the act whereby the mind perceives the agreement and disagreement of two ideas, etc. etc. » On retrouve ici, donc si on lit la définition, exactement le sens lockéen du mot, et pour l'auteur de l'article, il semble clair que ce concept appartient dorénavant à la logique, among logicians. Or, il s'agit là d'un changement important par rapport à l'usage qui était fait du mot jusqu'à présent. J'ai fait référence tout à l'heure à une occurrence du terme intuition dans la somme de Stage de Saint-Paul. Mais, à dire la vérité, pour la plupart des lecteurs de l'essai sur l'entendement humain, le terme d'intuition n'était pas d'abord un terme de logique, mais plutôt un terme théologique. Lorsque l'on consulte en effet les dictionnaires ou encyclopédies antérieures à la parution de l'essai sur l'entendement humain, on constate que ce mot n'apparaît quasiment jamais, il y a très peu d'entrées dans les dictionnaires, ou bien alors en rapport avec sa signification théologique. Par exemple dans Furetière, et c'est tout ce qu'on trouve, c'est-à-dire que là c'est toute la définition qu'on trouve. Dans Furetière, en 1690, on a intuitif, intuitive, adjectif, terme dogmatique qui se dit d'une vision ou connaissance claire et certaine de quelque chose.
Les bienheureux dans la gloire auront une connaissance intuitive de la majesté de Dieu et des mystères. Ils en verront toute l'immensité. En comparant ces deux définitions, on voit clairement qu'en l'espace d'un demi-siècle, ce terme dogmatique est devenu un terme de logique, among logicians. Comment interpréter ce glissement ? Et pourquoi Locke, c'est plutôt ça la question, utilise-t-il ce terme jusqu'alors connoté théologiquement, que les théologiens utilisent depuis saint Paul et les commentaires de saint Paul en rapport à la connaissance béatifique ou angélique ? On pourrait penser que cette acception théologique du mot était étrangère aux préoccupations de Locke. En réalité, lorsque l'on consulte ces manuscrits, on remarque qu'il n'emploie jamais le mot dans ses textbooks de logique. En revanche, qu'il y a des occurrences de ce terme dans ses écrits de théologie. Par exemple, lorsqu'il commente l'épître aux Corinthiens de Paul, il écrit, vous avez le texte ici, Now, alors là j'ai gardé le texte en anglais parce que les mots sont importants. Now we see, but by reflection, the dim and as it were enigmatical representation of things, but then we shall see things directly and as they are in themselves, as a man sees another when they are face to face. Now I have but a superficial, partial knowledge of things, but then I shall have an intuitive, comprehensive knowledge of them, as I myself am known, and lie open to the view of superior seraphic beings, not by the obscure and imperfect way of deductions and reasoning. Alors, c'est un texte assez fascinant quand on le compare à l'essai sur l'entendement humain. Pourquoi ? Parce que Locke est ici, dans sa paraphrase du texte de saint Paul bien connu, parfaitement fidèle à une interprétation classique qu'on donne de ce passage. On interprète souvent ce texte comme une opposition entre, d'un côté, la connaissance humaine qui procède par détours, énigmes, et n'obtient la vérité qu'en passant par les chemins tortueux de la déduction et du raisonnement, et d'autre part, la connaissance des bienheureux après leur mort et des anges, qu'on retrouve ici, qui, eux, bénéficient d'une connaissance intellectuelle directe, intuitive. Mais si Locke connaissait si bien cet usage théologique du mot « intuition », pourquoi, dans l'essai, a-t-il décidé de considérer l'intuition comme le fondement même de toutes nos déductions et de tous nos raisonnements certains, ces deductions and reasoning que, ici, il oppose à l'intuitive knowledge ? Bon, j'ajoute, mais passons, que ce n'est pas simplement... C'est-à-dire que quand on lit les autres logiciens, par exemple Isaac Watts, je ne vais pas lire le passage, vous pouvez le regarder, on voit qu'à chaque fois qu'il commente Locke, il signale aussi, par exemple, qu'il a bien conscience que c'est un terme qui vient de la théologie, et quand il le réfère à une source historique, à la fin, vous voyez très bien, c'est exactement le même type de connaissance des anges ou des âmes humaines dans l'état séparé et obtenu de cette manière, c'est-à-dire par une telle vue immédiate des choses en leur propre nature que l'on nomme intuition. Bon, c'est une référence que l'on trouve assez fréquemment. Donc pourquoi ? Alors pour comprendre le sens de cette utilisation, on va dire un peu hétérodoxe, d'un concept théologique en théorie de la connaissance, puis en logique, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est là et quel est son enjeu, nous disposons d'un témoignage précieux, celui de John Sergeant. Alors, qui était John Sergeant ? C'était à la fois un prêtre catholique romain, théologien, théoricien des sciences et Master of Humanities au Lisbon College. Il est l'auteur de très peu de livres, mais son plus célèbre s'appelle « Solid Philosophy, asserted against the fancies of the idealist, or the method of science, further illustrated with reflection on Mr. Locke's Essay Concerning Human Understanding » de 1697. Il s'agit, je cite le titre en anglais, parce qu'on voit qu'il s'agit d'une des premières réceptions critiques de l'essai sur l'entendement humain de Locke. Pour nous, c'est un témoignage historique précieux. Alors, quand je dis que c'est une réception critique, c'est parce que ces reflections sur l'essai de Locke sont en réalité, pour l'essentiel, une réfutation pure et simple. Sergeant est en désaccord avec à peu près tout ce que dit Locke, et donc il s'agit de réfuter point par point tout ce que dit Locke. Mais réfuter tout, à une exception près, sa théorie de l'intuition. Sergeant est fasciné par cette théorie de l'intuition et salue Locke pour cette sorte d'innovation philosophique.
Serjeant, qui était un théologien, formule, alors c'est un long texte, mais c'est une remarque très éclairante pour nous. J'espère que c'est suffisamment lisible ici. Alors il parle de Locke, son second chapitre, sur les degrés de notre connaissance, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui distingue celle-ci en intuitive, démonstrative et sensitive, est admirablement solide, clair et rationnel tout du long, contrairement au reste. La première sorte de connaissance concerne les principes. La connaissance intuitive est propre aux purs esprits, pure spirits, aussi appelés intelligence ou anges, qui, parce qu'ils ne glanent pas leur connaissance dans les diverses impressions des sens, ne divisent pas les choses en parties par d'inadéquates notions, ni ne composent ces idées dans des propositions comme c'est notre cas. Mais, en une simple vue, directe et complète appelée intuition, comprennent la chose entière et tout ce qui lui appartient d'un seul coup. C'est pourquoi il ne semble pas approprié d'attribuer de l'intuition à nous autres mortels, qui ne sommes que de pauvres détaillants de nos idées courtes et imparfaites, que nous épelons et assemblons comme les enfants avec les lettres de l'alphabet, lorsqu'ils ne sont pas encore capables de lire les mots en entier. Mais, donc voilà, ce n'est pas approprié de nous appliquer la connaissance intuitive, mais on peut bien pardonner à M. Locke. Car, à dire vrai, il n'y a pas de meilleur mot qui corresponde à notre connaissance des premiers principes, bien que celui de self-evidence puisse aussi faire l'affaire. Moi-même, il y a maintenant bien longtemps, j'avais eu une idée similaire, mais que j'exprimais avec davantage de précaution, en ces termes: il n'y a rien dans toute notre connaissance qui, dans la manière, ressemble plus à l'intuition angélique que notre connaissance des principes évidents par eux-mêmes, exprimés dans des propositions identiques. Cette connaissance divise aussi peu qu'il est possible dans l'état qui est le nôtre. Par suite, elle lui ressemble beaucoup dans son évidence absolue et sa certitude inébranlable, et par elle, nous nous approchons aussi près que possible de la simple intuition. Et ainsi, comme il est requis par l'ordre du monde, le supremum infimi confine immédiatement à l'infimum supremi. Alors, Serjeant nous donne ici, à mon avis, une clé décisive, mais qu'il faut bien interpréter pour comprendre les enjeux de l'introduction du concept d'intuition en logique. Aux yeux de Serjeant, on le voit, la nouveauté de la théorie de Locke est qu'elle attribue à l'homme un peu de cette connaissance intuitive parfaite que la plupart des théologiens lui refusaient jusqu'alors parce qu'ils la pensaient réservée aux bienheureux et aux anges. Certes, l'homme demeure une créature inférieure à l'ange, et ainsi sa connaissance intuitive ne s'étend pas bien loin. Elle ne s'étend pas notamment aux sciences de la nature qui portent sur les corps extérieurs sensibles, domaine où règne, d'après Locke, la conjecture et la simple probabilité. Mais l'homme a tout de même accès à une connaissance intuitive en ce qui concerne certains quartiers du savoir, les self-evident propositions de la logique, les premiers principes des mathématiques, les fondements de la morale. Dans ce cas, il faut avouer que l'esprit humain est capable d'une certitude absolue qui mérite donc bien qu'on la compare à cette connaissance supérieure, promise aux bienheureux et déjà à la disposition des anges, mais que l'on qualifie à bon droit d'intuitive. Or, ce que révèle cet usage du mot intuition, c'est que Locke reste en réalité tributaire d'une théorie théologique de la scala naturae, qui conçoit la nature comme une échelle des êtres répartis en perfection. La nature est structurée en différents degrés de perfection, non seulement dans le monde physique, la distinction des règnes, mais également dans le monde intellectuel. Il existe, et Locke en parle très fréquemment, même si c'est les textes qu'on ne lit pas toujours de lui, il existe des degrés de perfection dans l'intelligence, chacun défini par un couple infimum supremum, comme le dit bien ici Serjeant, depuis la simple sensation de l'animal jusqu'à la connaissance des anges et de Dieu. À l'intérieur de cette hiérarchie, l'intelligence rationnelle humaine ne constitue qu'un palier. Ce détour par la théologie nous fait comprendre donc une dimension fondamentale que tous ces logiciens inspirés de Locke assignent à la logique. La logique est comprise au sein d'une histoire naturelle de l'homme, disent-ils et répètent-ils. Elle est la discipline qui décrit et examine ce degré particulier de l'échelle de l'intelligence qu'est la raison humaine.
L'image de la nature comme scala naturae est à l'arrière-plan de la philosophie de Locke et de celle de ses continuateurs. Quelqu'un comme William Duncan va même jusqu'à concevoir les 3 parties de la logique, appréhension, jugement, raisonnement, comme autant d'échelons, de degrés au sein de cette échelle de l'intelligence que l'homme, contrairement aux autres créatures, a la liberté de gravir. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre l'expression que l'on retrouve si souvent dans cette littérature, mais que l'on sous-interprète souvent. La logique représente the history of the human mind. L'intuition, qui sert, comme on l'a dit, à classer les jugements suivant leur degré de certitude, sert en quelque sorte à rendre sensible, dans l'esprit même de l'homme, la réalité de cette échelle de l'intelligence. Mais il est capital, et je conclurai là-dessus, de bien remarquer que la fonction qu'avait le concept d'intuition en théologie perdure chez Locke. Dans la théologie d'un John Surgeon, inspiré de Thomas d'Aquin, le concept d'intuition servait à assigner la limite supérieure de l'intelligence humaine, la sorte de connaissance à laquelle il n'a pas accès de par sa nature. Il est vrai que Locke se montre en apparence plus généreux, puisqu'il reconnaît que pour un certain nombre de propositions, l'homme est capable d'une connaissance intuitive. Mais ce faisant, il ne fait que déplacer à l'intérieur de la psychologie la conscience des limites de l'intelligence humaine qui, en théologie, était jusqu'à présent représentée comme extérieure à la psychologie. J'avais un texte de Locke, mais je crois que je n'ai pas trop le temps. Par exemple, ici, vous voyez, toutes les idées simples, c'est ce qu'il écrit dans l'essai, toutes les idées simples que nous avons sont bornées à celles que nous recevons des objets corporels par sensation et des opérations de notre propre esprit comme objet de la réflexion. C'est de quoi nous sommes convaincus en nous-mêmes. Or, ceux qui ne sont pas assez destitués de raison pour se figurer que leur compréhension s'étende à toute chose n'auront pas de peine à se convaincre que ces chemins étroits et en si petit nombre n'ont aucune proportion avec toute la vaste étendue des êtres. Il ne nous appartient pas de déterminer quelles autres idées simples peuvent avoir d'autres créatures en d'autres parties de l'univers, par d'autres sens et d'autres facultés plus parfaites et en plus grand nombre que celles que nous avons ou qui en diffèrent. L'ignorance qui est en nous n'empêche ni ne borne non plus la connaissance des autres que le défaut de vue dans les taupes empêche les aigles d'avoir les yeux si perçants. L'homme qui trouve en lui-même une capacité intuitive d'accès à la vérité pleine et entière, mais qui constate la portée limitée de ce pouvoir, en tant qu'il s'applique, comme je l'ai dit simplement, aux mathématiques, à la morale, et pas au-delà, trouve dans l'exercice même de sa connaissance la conscience de ses limites. Et l'on comprend mieux alors le sens de cette Natural History of Understanding. Il ne s'agit pas simplement d'intégrer à la logique une théorie des facultés qui jusqu'à présent lui faisait défaut. Il s'agit de présenter l'intelligence humaine à l'intérieur d'une historia qui en signale et en arrête le rang à l'intérieur d'une échelle de la nature. Et l'on comprend alors pourquoi depuis Locke jusqu'à Peter Brown, l'usage du terme intuition en logique est intimement lié à une perspective critique en philosophie qui se sert de l'organon logique pour évaluer la procédure, extent and limits of human understanding. Voilà. Je vous remercie.